Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, auditrices, merci de regarder ce programme. Le 7 octobre, comme chaque année depuis 2019, le monde célèbre la Journée mondiale du coton, une occasion de placer ce produit de base au cœur de l'actualité et les parties prenantes de sa chaîne de valeur, des champs au tissu et même au-delà. Avec ses terres cultivables et son capital humain, l'Afrique dispose du potentiel pour figurer parmi les plus grands producteurs dans le monde, mais ce n'est pas toujours le cas. Alors, qu'est-ce qui coince? C'est de cela que nous parlons aujourd'hui avec un économiste. Il s'agit du docteur Oumarou Balarabe, en séjour ici à Washington, D.C. Bonsoir, docteur Balarabe. Bonsoir, monsieur Onfa. Voilà, le monde sort d'une pandémie de Covid-19 qui a affecté quasiment tous les secteurs de l'économie. On l'imagine, la filière coton n'a pas été épargnée. Quel a été l'impact de la pandémie de Covid-19 sur les activités de cette filière? Alors, je vais dire l'impact de la pandémie, c'est surtout sur les habitudes de consommation. Vous rappelez bien qu'il n'y avait pas de... On ne sortait pas, on n'allait pas dans les bureaux, donc les gens pouvaient s'amuser à travailler à partir de leur ordinateur et donc en pyjama. Donc du coup, les habitudes de consommation ont un petit peu varié, la consommation a diminué, mais par contre, en Afrique, on n'a pas ressenti ça au niveau des filières parce que l'Afrique a peut-être eu sa meilleure année en faisant de très bonnes ventes et en obtenant de très bons prix. Donc, en gros, au niveau de l'Afrique, c'est peut-être parce que les traders, les négociants internationaux se sont dit on va acheter parce que les prix sont bas en prévision de quand on va sortir du Covid. Donc, les économies africaines, les économies du coton n'ont pas eu un impact très négatif et les agriculteurs africains, puisque c'est d'eux qu'on devrait parler, ne l'ont pas ressenti dans leur revenu annuel. Donc l'Afrique a plutôt tiré profit de la pandémie, si je comprends. Alors, elle a été résiliente. Elle n'a pas tiré profit de la pandémie. Elle a été résiliente. Elle a tenu à cette crise. Et au sortir de la crise, ça a dépendu des stratégies et des instruments de politique publique que chaque pays a pu placer. Heureusement que pas mal de pays ont eu à mettre en place des budgets d'investissement qui ont profité aux filières. En gros, ça n'a pas été un impact complètement négatif comme on s'y attendait. Alors, que rapporte effectivement la filière coton à nos économies africaines? On voit beaucoup de cultivateurs qui parfois ne vivent pas de leurs activités. Qu'est-ce que le coton rapporte aux économies africaines de manière générale? Alors, il y a deux réponses à cette question. Il y a les revenus monétaires. Qu'est-ce que le coton apporte? Si je prends juste l'Afrique de l'Ouest et du Centre, on est à peu près à 3 millions de tonnes de coton produit qui va être égrené, c'est-à-dire on va avoir à peu près 1,2 million tonnes de fibres qui seront malheureusement exportées et 1,5 million tonnes de graines de coton qui vont servir à l'industrie locale, la fabrication de l'huilerie, des aliments, du bétail et pas mal. Donc, en gros, le coton rapporte de l'argent, rapporte de l'argent aux États sous forme de fiscalité, rapporte de l'argent aux acteurs, aux industries et aux autres opérateurs économiques, les transporteurs, les transitaires. Donc, il y a pas mal de métiers qui interviennent dans la filière et un petit peu aussi à la fin aux agriculteurs qui, sur ce montant final, quand on ne prend que la fibre, arrivent à gagner 55% à peu près de la valeur de la fibre sur le marché international. Donc le coton rapporte de l'argent et ça, c'est les revenus monétaires. De l'autre côté, qu'est-ce que le coton rapporte? Bon, le coton rapporte beaucoup de choses parce qu'on mange le coton, ça c'est ce qu'on dit, le coton produit de l'énergie parce qu'avec les coques de coton, le coton est surtout un produit échangé entre pays. Donc il faut bien savoir que le coton, géographiquement dans un pays, il pousse plus au nord. Donc quand on a des pays africains qui ont un sud équatorial et un nord sahélien, ça fait un petit peu le lien entre le nord et le sud parce que le nord fait le coton, le transporte vers le sud pour l'exporter et ça fait un petit peu de la cohésion au niveau des pays et ça construit l'économie, ça construit surtout l'agriculture du nord parce que ça, il ne faut pas l'oublier, le coton est plus une culture structurante de l'agriculture dans les pays africains, tout comme il a été il y a 50 ans ou 100 ans, un produit structurant pour l'industrie textile dans les pays occidentaux et aujourd'hui en Asie. Alors vous dites que le coton rapporte beaucoup aux économies africaines. Malheureusement, aucun pays africain ne figure parmi le top 5 des grands producteurs mondiaux. Pourtant, on a des terres cultivables, on a le capital humain. Qu'est-ce qui fait problème?
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les statistiques internationales, quand on parle du coton, on voit plus le textile, c'est-à-dire la fabrication du tissu et les importations et exportations du tissu. Les pays africains, en fait, s'individualisent par groupe, et donc on a un groupe de producteurs d'Afrique de l'Ouest et du Centre qui a quand même cette production dont je vous parle, le 3 millions de tonnes, qui en gros se situe entre 5 et 10% de la production mondiale. Ce n'est pas beaucoup pour influencer les prix, parce que le coton reste quand même une culture qui a une importance stratégique. Donc la civilisation humaine oblige l'homme à s'habiller, à se protéger. Et aujourd'hui, le vêtement est devenu carrément une identité culturelle. Donc, ce n'est pas une culture qu'on peut abandonner. Donc, les plus gros pays, au contraire de ce qu'on peut imaginer, c'est les États-Unis, c'est la Chine. Et vous allez voir que sur le coton, même l'Union européenne, sans produire du coton, il n'y a que 2 producteurs européens, reste quand même très intéressés par le coton parce que l'industrie du vêtement, c'est la première industrie au monde. C'est le premier produit échangé et on ne veut pas se retrouver comme l'Afrique aujourd'hui à consommer un produit sur lequel on n'a pas d'intervention stratégique, on ne peut pas influencer le marché. Donc, stratégiquement, l'Afrique est toujours restée à sa place. Mais il faut noter un truc, c'est qu'en 1950 déjà, donc bien avant les indépendances, l'Afrique pesait 10% de la production mondiale du coton graine. Et aujourd'hui, l'Afrique pèse un petit peu moins parce que l'Afrique a progressé en termes de tonnage. En 1950, on avait 600 000 tonnes. Aujourd'hui, on en a 5 fois plus, mais les autres pays ont progressé bien plus que nous. Il y a des pays comme le Brésil qui n'avaient pas 1 tonne de coton il y a 30 ans, aujourd'hui, qui sont parmi les 5 premiers producteurs de coton. Donc, les autres pays stratégiquement avancent. L'Afrique a avancé, mais ça ne se sent pas. Le premier producteur africain en ce moment, c'est le Bénin qui est à la 10e place mondiale. Et les grands pays producteurs comme les États-Unis, la Chine, l'Inde bénéficient, subventionnent leurs agriculteurs, leurs cultivateurs. Et je crois que c'est peut-être pour cela aussi que l'Afrique a du mal. Alors, si on veut bien comprendre comment fonctionne l'économie du coton, il faut bien le segmenter en 3 parties. C'est-à-dire qu'on a la première partie qui relève de la production, de l'agriculture rurale, du monde rural, du développement rural. Et la deuxième partie qui relève de l'industrie textile, c'est-à-dire que tout ce qui est transformation de la fibre. Et puis après, aujourd'hui, vous avez un autre marché qui émerge, c'est les sous-produits du coton, c'est-à-dire tout ce qui est industrie de l'huile, du savon et des autres aliments du bétail, qui n'est pas très important dans les éléments stratégiques de la filière. Sur ce qui concerne le secteur agricole, c'est vrai qu'il y a les subventions aux normes, mais ce n'est pas que ça. C'est au final, en fait, pour le coton, il y a 2 défis à relever. Il faut être performant, c'est-à-dire avoir un niveau de compétitivité, un niveau de rendement qui vous place, qui fait que quand vous vendez votre coton sur le marché, vous gagnez autant que les plus forts. Ça, c'est le niveau de performance. Et de l'autre côté, vous avez le niveau répartition de la valeur ajoutée. L'Inde, par exemple, ne subventionne pas son coton directement comme les États-Unis, mais 91% du prix de la fibre est reversé aux agriculteurs. Donc, ils ont un niveau d'incitation à produire qui est plus élevé qu'en Afrique. 91% en Inde et 55% en Afrique, ça fait la différence. Et du côté des Américains, on a plus la subvention qui fait cette différence. Mais dans les 2 cas, si on veut monter la production, il faut que le producteur, qui est l'élément à la base, soit incité à produire et gagne plus par son activité. Oui, vous parlez du producteur qui devrait gagner plus. Effectivement, la question du prix du coton est une question qui intéresse certainement nos téléspectateurs. Comment se fixer les prix du coton et comment est-ce qu'on peut aider les producteurs africains à gagner davantage? Alors, le coton est fixé sur ce qu'on va appeler le marché mondial, c'est-à-dire c'est toute l'offre d'une année. En ce moment, on sait à peu près ce qu'on a comme superficie de coton, on connaît les stocks de coton qu'il y a pour la campagne écoulée et on connaît la demande en fibre de coton. Et c'est cette demande plus l'offre qu'il y a sur le marché qui permet de donner un prix d'équilibre du coton, qui va être le prix de référence à partir duquel les filateurs vont acheter et les producteurs vont vendre. Donc, ce n'est pas un marché qui va dépendre uniquement du besoin intérieur d'un pays, mais il va dépendre du besoin global du monde en tissus et en produits textiles. Donc, vous comprenez bien que pour influencer ce marché, il faut avoir un niveau de production conséquent. C'est ce que la Chine fait en faisant des stocks, c'est ce que les États-Unis font en produisant encore plus, et l'Inde aussi. Et donc l'Afrique, c'est 10%. Donc en fait, si l'Afrique veut influencer ce prix, déjà influencer le prix, il faut que l'Afrique puisse augmenter, accroître son rendement
accroître sa part dans la production globale, c'est-à-dire sa production. Et en ce moment, elle va pouvoir décider de comment elle reverse la partie de prix qu'elle arrive à reprendre vers ses agriculteurs. Et là, ça va être le boom pour la production cotonnière. Mais je reviens toujours à ce que j'avais dit au départ. Le vêtement, on ne peut pas s'en passer. Il n'y a pas un pays qui peut s'en passer. Il n'y a pas un peuple qui peut s'en passer. C'est une culture stratégique. Alors, vous parlez d'augmenter la production pour pouvoir influencer les prix. Cette augmentation de la production passe, je l'imagine bien, par l'industrialisation du secteur. Comment réussir ce pari? Alors ça ramène un autre débat, c'est est-ce qu'on se contente de produire du coton graine pour le vendre sur le marché mondial à d'autres pays ou bien est-ce qu'on le transforme? Je crois que la culture politique de l'Afrique de l'Ouest et du Centre s'est focalisée sur la production du coton graine comme élément structurant de l'agriculture locale. C'était une chose qui était nécessaire il y a 50 ans. Aujourd'hui, il faut qu'on sorte de ce paradigme parce qu'il y a des pays comme l'Asie qui n'ont jamais produit du coton mais qui sont des grosses places industrielles du coton. Il y a le Vietnam qui est monté, il y a l'Indonésie, il y a plein d'autres pays et qui gagnent beaucoup plus d'argent. Je vais juste vous donner une image. C'est-à-dire qu'en ce moment, vous allez à la production, le producteur il va gagner à peu près 300 francs en Afrique quand on convertit ça en équivalent fibre. Il a 700 francs ou 650 francs de prix pour 1 kilo de coton produit. Ce même kilo de coton, quand il est vendu, il va être vendu à 1150 au port de Douala, d'Abidjan et de Lomé ou partout ailleurs. Et cette marge qu'il y a entre les 750 qu'on donne aux producteurs et les 1150 vont être répartis entre les autres acteurs de la filière. Mais ce n'est pas ça l'intéressant. Les 1150 francs de kilos de fibres vendus, en fait, une fois transportés en Asie seulement, au Vietnam, on va dire, va être payé 2000 francs ou 2500 par le filateur, c'est-à-dire celui qui a une industrie textile. Et ces 2500, quand il va produire à partir du kilo de coton, 3 chemises, on va dire, il va revendre ces 3 chemises en moyenne à 10 $. Donc, prenons juste une chemise qui fait 6500. 1 kilo de coton peut vous produire 3 à 4 chemises. Donc, vous êtes déjà à 20 000 francs. Donc, le kilo de coton, le kilo de fibre que le producteur a eu 700 francs à produire est déjà valorisé à 20 à 25 000 francs par le filateur asiatique. Maintenant, cette chemise qui va être brandée, c'est-à-dire qui va porter un logo, je ne sais pas, Vuitton, Dior et tout, va retourner en Europe et va valoir 45 voire 50 000 si il est vendu avec ce branding. Donc l'Europe arrive à gagner 50% par le branding, l'Asie par l'industrialisation arrive à gagner 80% et l'Afrique en produisant n'a pas plus que 15% de la valeur du produit final qui est transformé. Donc il y a un vrai problème de partage de la valeur ajoutée, mais on ne va pas accuser les autres pour ça. Il faut que nous-mêmes on investisse et qu'on puisse sortir de là, non pas en vendant de la fibre, mais en industrialisant, en transformant la fibre et en ayant plus de part de valeur ajoutée sur le produit final qui finalement est le vêtement, ce n'est pas la fibre. Merci beaucoup, Dr Oumarou Balarabe, d'avoir répondu aux questions de la Voix de l'Amérique. Je vous remercie, M. Oumfa. C'était un plaisir pour moi de participer à votre émission.